Je vais commencer donc par présenter les personnes qui vont participer à cette table. Alors, je suis très heureux de voir que c'est une table où les femmes sont bien représentées. Ça montre que ces sujets-là ne sont pas des sujets confisqués par la gente masculine, et j'en suis à titre personnel très très heureux. Donc je vais bousculer l'ordre du coup. Donc Madame Clotilde Casamajour, donc vous me dites si je dis une bêtise, ou oui, je le savais, mais je vous ai tous mobilisés. Mais si je dis une bêtise, donc vous êtes avocate à la Cour à Bordeaux, et vous êtes alors membre d'Urban Law Avocate à Bordeaux, Paris, Agen et Toulouse. Madame Magali Lecause, donc vous êtes responsable de l'offre Smart City chez Bouygues Énergie et Services. Donc je reviendrai sur votre collègue. Madame Nathalie Gosselin, donc vous êtes adjointe au maire à La Roche-sur-Yon à l'économie numérique. Et je n'ai plus de femme, donc Monsieur Louis de Lepinot, expert technique Smart City et chef de projet City Charge, également chez Bouygues Énergie et Services. Et Monsieur Florent Orsoni, directeur du design, la ville durable, l'école de design de Nantes Atlantique. Comme Maxime l'a rappelé, au départ il était prévu un temps un petit peu plus long de présentation, 10-15 minutes. On a trouvé que c'était trop long. Et ça nous a été confirmé par certains des participants. Ce qu'on vous propose, c'est en 5 minutes. Si vous voulez prendre plus, on ne vous en voudra pas. Si vous voulez prendre beaucoup moins, on vous en voudra encore moins. L'idée, c'est que vous puissiez présenter pour qu'on sache un peu de vous parler. Et puis à partir de là, peut-être faire comme ça s'est très bien passé dans la première table, quelque chose d'un peu interactif sur ces sujets, sachant que je rappelle l'objet de la seconde table, qui est la place et le rôle de l'usager dans le développement de la Smart City, concilier les points de vue, qui est un vaste programme. Je vous laisse écouter peut-être mon dit maître. Je peux dire maître, ça se fait, j'ai jamais eu. Voilà, très bien. Écoutez, maître Casamajour, on vous écoute si vous voulez présenter, chacun y passera. Je vous remercie. Alors je vais essayer de vous brosser en 10 minutes l'état du droit rapporté à la Smart Cities et aux Smart Cities, pardon, ce qui risque d'être peut-être légèrement débordant, car en fait c'est une problématique qui embrasse énormément de thématiques juridiques. J'ai néanmoins souhaité me focaliser sur quelques sujets qui concernent très précisément la ville intelligente. C'est tout d'abord la question de la domanialité et du rapport que peut avoir aujourd'hui la ville intelligente et tout ce qui peut la composer avec le domaine public, avec la propriété, avec l'usage et le financement. Exemple, on peut aujourd'hui créer des routes solaires connectées, par exemple. On va se poser une question de leur financement, de leur propriété. Se pose naturellement aussi, lorsque on parle de domanialité, on parle également des biens communs tels que l'eau potable, qui fait l'objet ensuite de concessions ou autres systèmes juridiques de dévolution de ce service public obligatoire pour les collectivités. Et le sujet se pose de savoir par exemple comment sont gérés aujourd'hui les outils intelligents. D'abord, présentent-ils des risques de nocivité pour la santé humaine? Comment sont gérés et qui détient, qui peut utiliser les données, qu'elles soient publiques ou privées, les privacy data? La question n'est pas complètement neutre, puisque par exemple, pour le compteur Linky, alors c'est un peu désordonné dans mon propos, il n'y a pas de slide, mais en même temps je pense que c'est aussi ce qui peut vous permettre en tout cas de rebondir sur ces sujets qui aujourd'hui sont tous figés, surtout dans le domaine juridique qui est complètement largué et qui va devoir devenir très très smart. Parce que nous parlons quand même d'un sujet, je lisais un article en venant, l'économie de la Smart Cities à 4 ans, rien que pour notre pays, c'est 1050 milliards. Donc oui, il y a un vrai intérêt économique de nous en emparer, et ce d'autant que les gestionnaires de nos réseaux publics sont mondialement renommés pour leurs compétences, mais dans le même temps, on a des faits bloquants dans le domaine juridique
qu'on le veuille ou non, on peut se faire taxer les juristes d'être des gens compliqués, peu importe. Il faut toujours qu'il y ait un responsable dans une salle. Je prends l'exemple du compteur Linky, qui a été convoité par un certain nombre de pays, au premier rang desquels les États-Unis. X procédures ont été engagées, notamment pour des raisons sur le fait de savoir est-ce que ces compteurs étaient nocifs ou non pour la santé humaine, comment était gérée la collecte et le retraitement des données, etc., etc. On a notamment eu une procédure devant le Conseil d'État qui a duré 4 ans, avant de considérer que ces compteurs qui vont être implantés à concurrence, sauf à ma part, de 35 millions sur le plan national dans un délai de 2 ans, eh bien, ces 4 ans de procédure ont bloqué le développement mondial de ce compteur intelligent. Donc, c'est en ce sens que je disais qu'il va falloir que nous soyons très smart au niveau des juristes, mais peut-être aussi des tiers qui font des recours à tout va et qui ne sont pas sanctionnés par notre juridiction, parce que bon, les juristes sont responsables, mais en même temps, si les tiers qui exercent des recours certains sont fondés, mon sujet n'est pas bien évidemment d'écarter le justiciable, le citoyen des tribunaux, mais se pose vraiment une question de cet ordre-là. Je pourrais revenir un peu plus avant, si vous le souhaitez, sur les questions de domanialité, de gestion du domaine public et de financement de ces opérations. Vous avez tout à l'heure évoqué, me semble-t-il, la problématique des réseaux intelligents et de la mobilité, au travers notamment des smart grids, au travers d'autres éléments impactants, tels que comment recharge-t-on des véhicules électriques, comment va-t-on gérer les responsabilités, notamment des véhicules autonomes, qui prendra le pas, l'humain, la machine. On rentre dans le droit du robot. Est-ce que le robot doté d'une intelligence artificielle, pour vous donner un exemple, alors les juristes ne sont pas les plus intelligents de la planète, c'est bien connu, néanmoins aujourd'hui, grâce à la recherche artificielle, à l'intelligence artificielle, excusez-moi, des outils dont est désormais doté un cabinet d'avocats américains permettent en 1 seconde d'effectuer l'équivalent de 300 000 heures de recherche homme. Et donc se pose la question, avec cette fulgurance de l'intelligence artificielle, qui est quand même en mesure de battre également le champion du monde de jeux de Go, ce n'est pas rien, c'est quand même 32 milliards de compositions. La question se pose donc de codifier, et comment codifie-t-on cette fameuse loi du drapeau rouge de Turing, rapportée historiquement, c'était quoi? C'était à la création de l'automobile avec le moteur à explosion, qui était the révolution du siècle dernier. Eh bien, les premiers véhicules, bon, c'est pas grave, ça va me rappeler mes assises, les premiers véhicules, donc les premières voitures, étaient précédés d'un drapeau rouge qui avait pour effet d'arrêter simultanément la population, le bétail qui traversait des voies, pour que ces automobiles précédées par un homme soient en mesure, si vous voulez, de s'intégrer dans cet univers humain qui ne connaissait pas encore le moteur à explosion. Et donc cette loi du drapeau rouge de Turing est aujourd'hui fait l'objet donc de sujets et d'une résurgence extrêmement importante, parce que, eh bien, ça y est, les premiers gendarmes robotisés ont été mis en place à Dubaï il y a une quinzaine de jours. On envoie des robots faire la guerre, c'est très bien, mais jusqu'où va-t-on? C'est-à-dire que je n'ai jamais vu Robocop ou ce genre de film, j'en ai vu d'autres qui nous semblent encore pour nous relever dans notre état d'esprit, de nos générations, plus ou moins âgées, mais dans la même salle, je pense qu'il y a 20 ans ou 15 ans, personne n'imaginait ce que nous rencontrons aujourd'hui. Et par voie de conséquence, comment code-t-on, comment programme-t-on juridiquement et techniquement le bien et le mal, la règle à respecter pour un robot? Et ce robot, il intervient dans nos vies.
comment fait-on qu'il ne se retourne pas contre l'homme? Comment fait-on pour qu'il n'aille pas contaminer des eaux potables, etc., etc., etc. Sur la mobilité, il y a un sujet également sur lequel je souhaiterais vous sensibiliser, à la fois, puisque nous avons la chance également d'avoir des acteurs locaux dans la salle, c'est par exemple le problème, la question du parc sharing, c'est-à-dire la location de places de stationnement privées à la minute, où au moyen d'un smartphone, vous vous présentez devant une résidence, vous avez un code qui vous permet d'ouvrir le portail de cette résidence et d'y stationner en cœur de ville pour 1 € la journée, voire 1 € les 3 jours. Le modèle économique est extrêmement attractif. Lorsque l'on sait qu'aujourd'hui nous sommes définitivement en manque de ressources, puisqu'il faudrait, à l'objectif 2050, que nous multiplions par 5 nos ressources naturelles existantes et connues à ce jour, sans compter leur raréfaction d'ici là. Lorsque l'on sait que justement 30% de la pollution atmosphérique urbaine intervient, et 50% du gaz à effet de serre, c'est quand même 7 000 millions de tonnes de CO2 sur la ville de Paris pour une année. Le parc sharing permet de lutter justement, typiquement, contre ces pollutions qui sont générées par la recherche de places de stationnement en milieu urbain. Autre avantage, au-delà du coût du parc de stationnement, ou en tout cas du stationnement pour une personne, un usager, eh bien, énorme avantage pour les collectivités, c'est qu'elles n'ont pas besoin de recourir à des montages contractuels et à des financements pour créer des parcs de stationnement publics, avec le très difficile équilibre aujourd'hui qui est envisageable lorsqu'on fait un équipement public de cette nature-là. Notamment au travers des partenariats publics-privés, on arrive généralement à des opérations qui sont déficitaires pour les personnes publiques. Et ces places, elles existent, elles sont libres. On utilise simplement les courbes de charge en fonction. Vous êtes actif, vous n'êtes pas garé chez vous si vous vivez en milieu urbain, et ces places sont utilisées par des usagers qui vont utiliser le transport en commun. Donc, on voit le bien fondé, autant la loi du drapeau rouge peut nous inquiéter, autant là, nous voyons un usage qui est extrêmement bénéfique pour notre société. Et dans le même temps, on doit, c'est le dur difficile des métiers des juristes, c'est qu'on doit adapter des règles qu'on n'a pas forcément souhaité, mais qu'on doit donc adapter à cet usage nouveau, non codifié. Exemple, pour des parcs de stationnement de cet ordre-là, parce que cet usage est exploité par des startups qui est une société commerciale, donc c'est une activité commerciale, dans une résidence existante, on doit changer la destination partielle de cet immeuble, qui va devenir un immeuble à usage d'habitation, en immeuble ayant une activité commerciale. D'accord ? Si plus de 10 places de stationnement sont louées, c'est un établissement recevant du public, avec d'autres normes induites par le Code de la construction et de l'habitation. Si nous sommes dans une ville de plus de 200 000 habitants, ce changement de destination doit être accompagné d'un changement dit d'usage qui est rendu obligatoire par le Code de commerce et qui est imprescriptible pendant 30 ans avec des conséquences extrêmement lourdes de sens, c'est-à-dire que les baux qui sont consentis sans changement d'usage sont nuls. Le droit de la copropriété. Je suis copropriétaire, je suis en droit de m'opposer, en plus c'est la règle de l'article 25 du statut de la loi de 1965, c'est-à-dire de la copropriété, c'est-à-dire majorité absolue, je suis en droit de m'opposer à ce que des tiers, usagers, pénètrent dans les parties communes, allées de circulation de la résidence, pour cette activité-là. Vous voyez le problème. Et dans le même temps, on en parlait tout à l'heure, dans le même temps, si on fait cet effort de l'intégrer en amont sur des projets, je vous regarde avec insistance parce que les collectivités ont aussi un pouvoir incitatif. On nous dit que les collectivités sont des freins. Ce n'est pas faux. Néanmoins, la capacité d'incitation, vous pourrez me répondre naturellement, je tente de réponse. La capacité d'incitation est extrêmement forte. Il faut s'en emparer.
faut renverser la table. Les smart grids, on a exactement la même problématique. Aujourd'hui, nous pouvons, au stade d'un îlot, d'un immeuble aussi d'un îlot, avoir une capacité d'autonomie énergétique. Le sujet va être, lorsqu'on a par exemple des modifications de l'aspect extérieur, il va falloir déposer les demandes d'autorisation de monisme. Si peu qu'on ait un monument historique à proximité, cette autorisation d'urbanisme va être impactée par le code du patrimoine. Le code de la copropriété est exactement impacté de la même manière, et ce d'autant que est-ce que je paye en fonction des tantièmes dont je suis propriétaire, de la dimension de mon appartement, alors que je vis seule dans mon très grand appartement et que je consomme peu parce que je suis une dame âgée, qu'à 9h, une fois que j'ai regardé le journal télévisé, je me couche, je n'ai pas d'enfant. Par contre, je vis et j'utilise, je consomme en journée, alors que les actifs vont consommer quand moi je me couche. Et néanmoins, ce lissage, d'abord le lissage des coûts de charge permet précisément cette autonomie, et dans le même temps, est-ce que je paye en fonction donc de mes tantièmes de propriété ou en fonction de mon usage? Ce sont autant de questions qui sont impactées par tous ces systèmes intelligents, qui sont également impactés par la blockchain dont on vous a parlé tout à l'heure. Alors je ne sais pas si la blockchain vous a été définie. Alors je jette quelques exemples comme ça pour vous faire toucher du doigt toutes les questions qui peuvent se poser et sur lesquelles, naturellement, nous ne sommes pas là pour bloquer, mais au contraire pour ouvrir les vannes. Dès lors que nous sommes aidés, soit en créant des usages et en précédant la norme et en faisant tellement pression par justement le tsunami d'usage que la norme elle va être codée et codifiée. Par exemple, la blockchain elle a été intégrée dans le code monétaire et financier pour permettre justement ces nouveaux usages en matière de smart grids et permettre à la France de rester à peu près dans la course à la compétition mondiale qui est en train de se jouer sur cette question-là. La blockchain elle induit quoi en même temps? Elle induit la disparition, c'était pas un mal, des intermédiaires de confiance, c'est-à-dire les notaires, les avocats, les banques, les agents immobiliers, etc., en permettant, au travers d'un système d'authentification automatisé, de certifier l'existence d'une transaction. Ça induit néanmoins la question de savoir ce à quoi les autres ordinateurs qui permettent de constituer les tiers de confiance et d'authentifier l'existence de cette transaction ont accès. Est-ce qu'ils ont accès au fait que nous ayons à l'objet du contrat, au montant de ce contrat, ou simplement au fait qu'un usager A a vendu à un usager B de l'électricité moyennant paiement de tel prix. Ce sont des données qui me conduisent à également évoquer cette problématique. Les données privées, les données publiques, la loi pour la République numérique sous couvert et sous l'influence de l'Union européenne elle-même très bien formatée par les lobbies américains et je l'emprunte à des éminents spécialistes sans connotation anti-américaine ou quoi que ce soit de ma part. Le sujet, il est qu'aujourd'hui, depuis la loi sur la République numérique, la data publique est devenue accessible et utilisable par n'importe quel usager, y compris s'il n'est pas un ressortissant de notre territoire. Jusque-là, la limite, ça existait par le passé, il y avait deux conditions. Il fallait que cette data publique soit utilisée à des fins d'intérêt général ou pour les besoins d'un service public. Aujourd'hui, ces deux dernières conditions ont complètement été déverrouillées par l'Union européenne. C'est pour ça qu'on parle de l'influence des GAFA sur ce sujet-là, parce que nous, contribuables et nous, collectivités, nous engageons nos deniers pour créer de la data publique qui aujourd'hui peut être utilisée à des fins commerciales. D'accord? Alors, ça va être le cas, par exemple, pour rester dans le domaine du droit, le site Légifrance qui permet d'accéder à l'ensemble des normes et des décisions rendues en France, qui est un site public, a permis à une start-up parisienne dans laquelle il n'y a aucun juriste.
vous dire qu'on est peu utile. Ce sont des X, des normaliens, des HEC qui ont constitué en sortant de l'école Act 5, cette start-up. Au bout de 6 mois, ils ont levé 2 millions de fonds parce qu'ils ont utilisé toutes les datas de Légifrance. Ils ont créé une espèce d'algorithme de folie qui permet en 2 secondes de trouver des occurrences de recherche 300 à 400 fois plus rapides que sur Légifrance. Première chose. La deuxième chose, c'est que leur algorithme, il est un peu comme, il devient votre animal de compagnie, c'est-à-dire qu'il vous connaît aussi bien que votre chat, et du fait, si vous allez faire des recherches, plus particulièrement sur les plans locaux d'urbanisme et les enquêtes publiques, il va spontanément, tous les matins, vous proposer en même temps que votre premier café au bureau, la jurisprudence sur ces données-là. Voilà. Donc la notion de data, elle n'est pas neutre. Elle n'est pas neutre parce que, au-delà de la partie publique et du bien commun que cela constitue, utilisé à des fins privées, se pose la question de l'usage de nos petits joujoux. Alors ça peut être ceci, ça peut être des IoT. Enfin, nous sommes submergés, on considère, je crois que je ne sais plus, c'est à plusieurs dizaines de milliards le marché des IoT, des objets connectés en 2020. Et en même temps, quand vous voyez juste l'application Ma Santé, ici, ou Santé, je ne sais plus comment ça s'appelle, comment il est difficile pour aller la désactiver complètement. Et combien celle-ci, qu'on ne vaut pas, c'est si vous avez couru, monté les escaliers, si vous êtes suffisamment geek sans prendre la conscience du problème, vous pouvez aller renseigner votre activité sexuelle, votre consommation d'alcool, etc., etc., etc. Avec, parce que la nature a horreur du vide, on reprochera peut-être à certains avocats d'utiliser l'activité, de demander la communication dans le cadre d'une procédure de divorce, de l'application santé et de l'activité sexuelle du conjoint. C'est peut-être pour être volontairement provoque, mais voilà, ça va pour les esprits. En tout cas, je vois que ça fait sourire certains de ces messieurs. Tout de suite. Non, mais par contre, là où il y a de vrais enjeux, c'est sur, par exemple, le paiement et quel coût de mutuelle. Parce que le système du volontariat, pour le moment, les assurances, s'engouffrent dans ce système-là. Si vous conduisez bien, si vous mangez bien, si vous courez, si vous faites... Enfin, bref, vous payez moins. Et une fois qu'on va avoir à pâter, sous couvert effectivement des difficultés économiques dans notre pays, un certain nombre d'usagers, de clients et de consommateurs, quel va être l'effet boomerang? Il ne faut pas se leurrer. Une fois que les compagnies d'assurance ont goûté à ce genre de data, la théorie du risque, dans une société qui est horreur du vide et qui est horreur du risque, eh bien, les départements risques de ces compagnies d'assurance, leur job, ça va être de nous imposer ce genre de contrat. D'accord? De la même manière, dans le tout numérique des villes intelligentes telles que Shandong en Corée du Sud, pardon. On se rend compte qu'il y a eu un effet. J'ai eu la chance de participer à un voyage d'études dans 2 pays d'Asie, justement sur les villes intelligentes, le Japon et la Corée du Sud. Et c'est complètement délirant, c'est que même les plus geeks chez eux, au bout de 2 ans, ils arrêtent l'usage du numérique. Parce que, oui, parce que tout, il n'y a plus rien ne se fait sans toucher une tablette, sans toucher un connecteur à un moment donné, y compris regarder ce qu'on a dans le frigo, on regarde plus, on regarde la tablette, on va aux toilettes, on remplit la tablette, enfin, je veux dire, voilà. Et donc, avec la problématique de l'usage, de la propriété, de l'usage et de la gestion de ces datas. Rapporté à des problèmes de sécurité, y compris dans un pays qui est en état d'urgence, ça pose des questions sur lesquelles il est important, me semble-t-il, de se poser quelques questions. Et j'en termine parce que j'ai été, je crois, un peu longue. Les avocats, c'est toujours très difficile. C'est très intéressant que ce soit vous qui êtes... Non, mais après, c'est voilà, vous qui êtes beaucoup sur le risque du genre. Hein.
On dirait les hommes. Mais par contre, c'est bien que vous ayez pris la parole en premier, parce que je pense que ça adresse ça permet de déluer la parole après derrière. Un dernier, parce que j'oublie plein de choses, il y a un dernier point. Qui dit ville, dit planification urbaine. La planification urbaine intelligente, ça va devenir un sacré challenge. Parce que les premiers permis de construire binisés ont été déposés. On parle de PLU numérique et intelligent. Et alors là, je demande, mais oui, non, mais on demande à voir, sauf qu'on n'a plus trop le temps de voir, il faut qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que c'est un enjeu générationnel et un enjeu économique mondial. Sinon, on se fera vendre des PLU intelligents, anglais, qui n'ont rien à voir, ou américains, et puis basta. Comment on va coder numériquement la définition juridique d'une bande d'accès, d'une voie nouvelle, d'une implantation en peigne dans une bande A, et comment après, alors comment un bureau d'études va, alors ceci étant, est-ce qu'on aura des bureaux d'études informatisés ou informaticiens qui nous feront des règlements types, comme on connaît un peu dans certains cas, et quelle corrélation on va avoir avec les permis de construire? Parce que cette instruction pourrait être complètement automatique. Oui, en cas de responsabilité, une collectivité délivre un permis de construire dans une zone en fait, où il était impossible de construire, où on devait avoir une construction à hauteur de 10 mètres, et on est à 15. Qui est responsable? Qui s'est trompé dans le codage? C'est toujours le maire, c'est le maire. Ça dépend. Alors après, avec d'autres. Le permis de construire au nom de l'État. Ah, il y a le préfet. Et ainsi de suite. Et après, le limite, c'est le bâtiment en lui-même, avec tous les usages que ça peut comporter. Alors, ça a d'énormes qualités, parce qu'effectivement, cela permettra de savoir comment aller imprimer en 3D. Une fenêtre qui elle-même aura été imprimée ou qui, faute de pouvoir être imprimée aujourd'hui, le sera demain. Pour vous donner un exemple, j'ai eu un problème avec des charnières sur des vieilles baies vitrées dans mon appartement. Personne ne me faisait ces charnières. Et elles ont été imprimées en 3D en 48 heures pour 20 €. J'en ai eu 10. Dans une matière qui me légèreté, j'ai demandé si c'était des hosties ou tellement c'était léger. On m'a dit non, on fait des ailes d'avion avec, donc voilà. Et tous ces éléments-là permettent effectivement aujourd'hui de se poser la question de ce que seront nos usages de demain dans un droit de la propriété consacré par la Constitution, article 17, DDHC, Déclaration des droits de l'homme et citoyens, article 17, par la Constitution. Consacré dans des dizaines et des dizaines d'articles du Code civil, tandis que l'usage représente 8 articles dans le Code civil. Voilà. J'ai été déjà trop longue, je vous remercie de votre attention. C'était très intéressant. Encore une fois, je le redis, c'était bien que vous preniez la parole parce que vous avez évoqué pêle-mêle, vous dites que les juristes sont complètement paumés. On voit quand même que vous avez réfléchi à la question. Donc ils ne le font pas tous, mais en tout cas, ça c'est une chose. On voit qu'il y a des enjeux de métier, on voit qu'il y a des enjeux autour de la place du numérique, l'encadrement. Enfin, je ne sais pas si vous le ramenez plus sur terre, mais en tout cas, je ne sais pas comment vous souhaitez procéder pour l'entreprise Bouygues. Vous êtes à deux doigts. Oui, on a un petit support. Si vous avez un support à nous présenter, vous avez le loisir de le faire. Et puis, est-ce que d'ici le temps que ça se mette en place, est-ce qu'il y a déjà les premières réactions à une prise de parole qui pose quand même bien les éléments du débat? Des éléments de nuance, au contraire, d'adhésion, Juste rajouter un point pour aller totalement, je voulais juste rajouter un point pour aller totalement dans votre sens. Vous parliez de planification urbaine intelligente. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons un projet de recherche en ce moment, école de design, université et école de design, université, école centrale de Nantes et école d'architecture, précisément sur la visualisation de ces données, etc. Donc c'est pour montrer que le champ de la recherche prépare effectivement fixe tout ça, et on est loin d'être dans un registre fictionnel, puisque déjà dans la recherche on dit. Donc on essaie de réfléchir à la place et au rôle de l'usager dans le développement de la Smart City. C'est
pas un exercice facile aussi pour nous, entreprises, parce que le monde change très vite. On doit changer nos usages internes, nos manières de travailler, adapter nos réponses. Le monde s'accélère pour tous. J'essaie de dresser un peu ce qui s'est passé ces 20 ou 30 dernières années. Les infrastructures ont énormément changé. Auparavant, on installait un candélabre, donc un luminaire, un poteau d'éclairage public. Il tenait 20 ans. Il y avait 2-3 pannes, on intervenait, on réparait, il marchait, il est piloté jusqu'à la fin et on remplaçait. Aujourd'hui, de plus en plus, on va mettre des objets connectés, des ballasts ou des nœuds intelligents qui vont remonter la consommation, qui vont piloter les lampes et qui vont remonter un certain nombre de données. Donc on est passé d'une infrastructure silencieuse à une infrastructure qui parle. Demain, vous allez pouvoir connecter plusieurs services entre eux. Donc j'ai parlé par exemple de l'éclairage public, mais imaginez que vous mettez une borne de recharge de véhicule électrique à côté de cet éclairage public ou sur cet éclairage public. Vous allez pouvoir faire communiquer ces deux services pour optimiser l'usage. Et là, on commence à voir une intelligence arriver. Donc, le but de cette slide, c'est de réfléchir. On parle de smart city, on parle de smart building, on parle de smart metering, on parle de smart... Enfin, tout est smart et finalement, on ne sait plus très bien ce que veut dire smart. Moi, j'ai essayé d'un point de vue technique de vous dire ce que je mets derrière le mot smart. Et derrière le mot smart, du coup, je pense qu'on parle d'intelligence quand il y a un équilibre, qu'il y a une sorte d'optimum qui est trouvé entre différentes contraintes ou différents acteurs. Alors maintenant, la grande difficulté du problème, je pense, c'est de dire quel est cet optimum à trouver et comment est-ce qu'on peut trouver cet optimum. Et ça rejoint sans doute la question du droit et du bien et du mal. Voilà pour la notion de smart. Pour nous, si on est parti d'une infrastructure en fait, qui ne parlait pas, une infrastructure qui peut dire beaucoup et qui peut du coup aboutir sur de nouveaux usages et des usages qui sont optimisés. On va maintenant vous donner une vision un peu à l'échelle d'une ville, ce que ça peut donner, ou pour une bourlinage des services, qu'est-ce qu'on pense en fait à l'échelle d'un territoire de ville, qu'est-ce que ça peut donner, comment peut-on connecter ces services? Effectivement, comme le disait Louis, nous, nos métiers ont évolué aussi, et c'est grâce aux collectivités que nos métiers ont évolué, et c'est nous aussi également à travers nos différents services de la télécommande. Je vais faire une introduction parce que du coup ça va être un petit film qui illustre en fait notre vision d'un territoire connecté et qu'on a mis en place à travers un exemple concret. On a peut-être certains d'entre vous qui ont entendu parler d'un projet, d'un appel d'offres du Grand Dijon sur la Smart City. Et pour la première fois, on avait l'intégralité des métiers qui étaient rassemblés sur une vision très globale et très connectée. Donc du coup, donc du coup, ça c'est une petite animation, je vais essayer de parler dessus. Donc ça c'est notre vision d'un territoire connecté, sachant qu'on peut très bien travailler à l'échelle d'une agglomération, d'une ville, mais aussi d'un quartier ou d'un écoquartier, comme on disait tout à l'heure. Et là vous avez l'ensemble des infrastructures urbaines qu'on peut retrouver dans une ville. Donc on a des classes publiques, on a des carrefours de feu, on a de la vidéo de protection. Avant c'était des métiers qui étaient quand même très silotés. Une entreprise répondait à un appel d'offres sur tel type d'équipement, et puis sur un autre, chacun dans son silo, et puis chacun avec ses techniques, chacun avec ses plateformes, chacun avec ses logiciels. Aujourd'hui, on développe, on a créé une vraie offre qu'on appelle Smart City, parce qu'on rénove l'intégralité de ces équipements, donc déjà avec des équipements intelligents, performants, surtout on les connecte entre eux, et l'intelligence, la couche supérieure, donc c'est un moteur de règles qui analyse l'ensemble de ces données qui sont collectées. Alors là, ça va un peu vite, donc je ne sais pas si je peux mettre pause. Peut-être pas, peut-être plus. Mais donc disons que la couche au-dessus de la ville, c'est un hyperviseur urbain. Donc on a développé un logiciel, une plateforme qui permet de collecter l'ensemble de ces données. Ces données sont analysées dans un moteur de règles et ça va permettre donc, de mieux gérer la ville, de mieux la piloter et de mieux la superviser. Donc derrière, c'est vraiment déjà des gains en termes de gestion de ressources,
parce que comme je le disais tout à l'heure, on n'est plus en mode silo, on est en mode global. C'est des gains d'économie d'énergie aussi parce qu'on visualise les consommations qui sont donc sur nos différents équipements. Alors en termes d'énergie, ça va être sur l'éclairage public notamment, mais aussi sur la partie bâtimentaire. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les objets connectés, les équipements urbains, donc la première couche, et ensuite on a cet hyperviseur qui permet de piloter et de remonter l'ensemble des informations. Et tout ça, donc c'est pas juste pour les services techniques, pour améliorer la coordination ou autre, mais ça a forcément une retombée directe sur l'usager, parce que forcément on va être mieux organisé, on va être mieux informé. Et je vais prendre, je sais pas, l'exemple d'un accident dans une ville, un accident de la circulation. Eh bien, l'hyperviseur et les personnes, les télécontrôleurs vont avoir l'information via les caméras, vont pouvoir informer les secours directement, vont pouvoir baisser des bornes d'accès en centre-ville pour laisser passer la police par exemple, vont pouvoir informer les usagers sur leur smartphone ou sur des panneaux d'affichage pour dire éviter le centre-ville, on a un accident. Enfin, voilà, c'est une vraie coordination, une vraie gestion globale du coup d'une ville et une vraie optimisation. Voilà, là l'animation continue et on voit aussi des exemples du coup d'intelligence qui sont mis sur les équipements urbains, toujours avec au cœur le citoyen, l'usage, le riverain. Voilà, on ne développe pas des applications smartphone pour faire plaisir, on en parlait avec Madame Ladjoune tout à l'heure. Voilà, on touche une certaine partie de la population avec des applications. La partie qu'on ne va pas toucher, on va peut-être la toucher sur des panneaux d'affichage variable, parce qu'ils ont plus l'habitude de se promener et de lire ces fameux panneaux qu'on a dans nos villes. Voilà, donc on a essayé en tout cas de représenter ici tous les métiers sur lesquels on intervient, et qu'on essaye aujourd'hui en tout cas d'intervenir sur une façon plus globale et plus globale tout simplement. Sur la slide d'après, on met vraiment en tout cas l'usager à chaque fois au cœur de la démarche quand une collectivité nous confie un sujet ou un projet. Ça c'est un exemple de cahier d'usage qu'on a fait dans une ville. On a tout simplement été faire une enquête riverain. On a interviewé monsieur et madame Poulon pour leur demander ce qu'ils pensaient de leur ville, quelles étaient leurs problématiques au quotidien. Et donc sur cette ville en question, c'est Dijon, d'ailleurs du secret de Polichinelle, eh bien, il y a 4 thématiques qui sont sorties, qui sont la mobilité dans la ville, le bien-être, l'animation commerce et la gouvernance citoyenne, on va dire, c'est-à-dire les informations que les citoyens peuvent aussi pousser et comment ils peuvent être acteurs de leur ville. Donc c'est des verbatims toutes simples sur les sujets de... c'est des fois, j'aimerais bien avoir du wifi dans la ville. Des fois, j'aimerais bien avoir une application, j'aimerais bien participer à tel sujet dans ma ville. Donc nous, on a recensé un peu tout ce qu'on a pu entendre, et à travers ça, on essaye de mettre les services en tout cas associés et de répondre au mieux à toutes ces problématiques. Donc voilà, on a vraiment en tout cas changé notre démarche aussi de travailler, notre démarche d'écoute, en plaçant l'usager au cœur en tout cas des projets, et puis en travaillant comme ça avec les collectivités en tout cas de leurs problématiques. Dans cette même veine, pour rester autour de l'usage, on a mis en place aussi une maquette sur laquelle on va tester les équipements en réel. Donc il y a énormément d'équipements, de fournisseurs qui proposent énormément de solutions pour essayer d'identifier la bonne, celle qui fera sens à la fin avec un service pour les usagers. Donc le groupe vraiment est en train d'essayer vraiment de mettre une nouvelle dynamique pour nous apprendre à réfléchir par l'usage, à faire, plutôt que de faire un gros système complexe, commencer par, un peu dans la philosophie des makers, de commencer par des petits prototypes, à les essayer, à les faire essayer et à évoluer comme ça. Moi je travaille dans la direction stratégie de développement, et c'est vraiment une philosophie qu'on a à cœur de mettre en place dans les applications qu'on développe, dans les nouveaux services et dans les nouveaux usages. Donc c'est essayer d'être proche de l'usage. J'ai beaucoup apprécié la remarque tout à l'heure qui était faite à la table ronde où on disait que, une question qui disait le numérique, attention, comment les personnes âgées pourront y arriver, et la réponse était de dire le numérique ça peut marcher, et une personne âgée comme un bébé doit pouvoir y arriver. Et la route est encore longue, mais je trouve qu'aujourd'hui on a déjà quelques applications
où il y a une facilité d'utilisation qui est quand même déconcertante, quoi. Et on a tout de suite ce qu'on veut. C'est ce qu'on essaye de mettre petit à petit, nous, dans nos manières de travailler, pour sortir des solutions qui soient de plus en plus proches de l'usager. Je ne sais pas si on a encore la parole ou si vous souhaitez intervenir. On a quelques exemples, en tout cas, de solutions qu'on développe chez nous. La plateforme Citybox, là, très clairement, c'est un réseau électrique classique avec des luminaires, comme dans toutes les villes. Et la Citybox, c'est quoi? C'est un petit boîtier qu'on va venir placer à l'intérieur de chaque luminaire. On peut comparer ça à la box que vous avez chez vous et qui vous apporte du Wi-Fi ou autre service sur votre télé. Et bien là, cette box est dans chaque luminaire et permet de venir y plugger des services complémentaires. Et surtout, de diffuser un réseau CPL dans toute la ville, parce qu'on a des points luminaires aujourd'hui dans toutes nos rues, dans tous nos chemins. Donc ça permet d'irriguer vraiment le territoire avec ce réseau et de venir, en cas de manifestation, en cas de besoin, y mettre une caméra nomade, y mettre une bande Wi-Fi et puis de pouvoir la déplacer si on voit que le besoin évolue. Qui mettent de la sonorisation, ça c'est très simple aussi, ça permet de diffuser une ambiance sonore. Enfin, voilà, on est toujours en tout cas tourné vers l'usager, les nouveaux services qu'ils ont besoin dans leur ville et dans la ville. Et tout ça bien sûr dans cette logique aussi de supervision de ces équipements, voilà, de façon globale. Donc voilà, ça c'est un autre exemple de ce qu'on peut permettre. Un exemple qui est local, c'est la City Charge. Donc les trois premières, ça c'est une première nationale en France. Il y a 3 City Charge qui ont été posées à La Roche-sur-Yon. Une expérimentation qui a été faite avec la ville de La Roche-sur-Yon et avec Enedis. C'est un nouveau service du coup qui, lui, dont toute la communication IP se fait en fait via la Citybox. C'est-à-dire que sur chaque candélabre d'éclairage public, vous pouvez venir plugger un service, quel qu'il soit, des capteurs, relever les compteurs à eau, enfin, on pourrait tout imaginer. C'est-à-dire qu'on crée une plateforme ou un réseau dans la ville qui permettrait de relever n'importe quel compteur, objet connecté, communicant. Excusez-moi, j'ai une question qui me taraude sur ce sujet-là. J'ai une voiture électrique, je recharge ma voiture, on facture? Aujourd'hui, on ne facture pas parce que c'est une expérimentation. Mais demain, on va pouvoir me facturer. Il est prévu qu'on facture là. Et du coup, Ginès, derrière la City Charge, on a aussi une offre assez complète qui permet de refacturer les usagers. C'est une offre qui tourne aujourd'hui sur Révéo, je ne sais pas, c'est peut-être un peu loin pour vous, ou mobile. C'est des réseaux de bandes de recharge qui ont été dans des marchés qu'on a gagnés dans le sud et le sud-ouest de la France, où on aura plus de 2000 bornes exploitées avec facturation des usagers qui l'utilisent. Donc on a une application qui vous permet en fait de créer votre compte, de vous recharger, de suivre votre compte et de suivre votre recharge à distance. On a aussi un portail et on pourrait très bien, donc c'est cette solution Alizé, je ne rentrerai pas dans le détail, mais qui aujourd'hui qui fonctionne sur des projets dans le sud et le sud-ouest c'est-à-dire que c'est drôle parce qu'il y a aussi une révolution pour nous, on était vraiment dans le B2B et avec avec la révolution numérique, en fait, on arrive très proche de l'usager et avec Alizé, en fait, nous, vraiment un peu plus tard qu'hier, il y avait un usager qui n'était pas content parce que il avait un problème sur son paiement et un compte bloqué. Je l'ai appelé pour essayer de comprendre et essayer de résoudre le problème, quelque chose qu'on n'aurait jamais fait il y a quelques années. Donc on voit que l'usage, vraiment, enfin, on se rapproche, nous, dans nos métiers, de plus en plus de l'usage des citoyens. Entre la carte Alizé, la carte Kiwi et la carte du SIDAG. Alors là, c'était une question d'interopérabilité, mais qu'on a représenté en bas à droite, opérateur de paiement tiers. Notre solution est interopérable avec d'autres solutions. Surtout que JREV, là ça devient peut-être un peu spécialiste, mais JREV, qui est une plateforme d'interopérabilité, a mis en place aujourd'hui un portail accessible à tous, et ce qui fait que d'ici quelques mois, probablement, votre carte, Kiwi ne souhaite peut-être pas aller sur JREV, donc ça c'est un autre débat, mais si vous êtes Renault ou NewMotion, vous pourrez aller probablement sur quasiment toutes les bornes de la France dans les mois qui arrivent.
Et la carte du CIDEB? Et la carte du CIDEB, malheureusement, le CIDEB aujourd'hui ne travaille pas avec nous, donc je ne saurais me prononcer sur cette partie-là, donc je ne saurais me prononcer. Et Chargemap travaille avec vous? Et Chargemap est un opérateur de mobilité qui pourrait très bien se recharger sur nos bornes dès lors qu'il, via GREV, signe une convention avec le propriétaire des bornes. Nous ne sommes pas propriétaires des bornes, nous sommes un opérateur délégué. Donc imaginez, le CIDEB a des bornes de recharge, nous serions opérateur délégué pour le CIDEB, c'est au CIDEB de prendre cette décision-là. Et là, juste pour dire que c'est des solutions quand même largement déployées aujourd'hui en France. Localement, je vous ai parlé de la City Charge, on a d'autres solutions de Citybox aussi localement qui vont être installées dans la région, et puis beaucoup d'autres en Bretagne et en Normandie qui là seront installées depuis plusieurs années. Voilà, Magali, est-ce que tu peux... Non, mais voilà, effectivement, on vous l'a répété plusieurs fois, nos métiers évoluent aussi et ça nous fait grandement plaisir de se rapprocher de l'usager et des problématiques terrain. On a enfin une réflexion pour tout le monde et pas seulement que pour les services techniques, que pour les opérateurs privés. Donc, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a quelques remarques, questions immédiatement? Et puis avant d'enchaîner, madame, allez-y. Moi, je ne peux pas m'empêcher de m'interroger sur l'intérêt que peut avoir une multinationale à réfléchir. On a vu combien il y avait de milliards que pouvait représenter la Smart City. Quand vous parlez d'intérêt pour les usagers, moi, voilà, je me demande quelle est la part de la gouvernance politique et quelle est la part des intérêts économiques qui peuvent être en jeu et du droit. Alors merci pour la question. Je vais pouvoir vous répondre sur cette partie-là parce qu'effectivement, donc là, j'étais en train de me dire d'ailleurs, cette belle table ronde, si je la transpose dans une réunion publique en centre-ville, je pense qu'on va s'amuser. Mais là, ça va, on est entre nous, enfin, je veux dire, c'est confortable intellectuellement. Mais effectivement, donc moi je suis adjointe au numérique à la ville et à l'agglo, mais je suis aussi adjointe sur la politique de la ville, donc tous les quartiers prioritaires. Donc effectivement, au début de mon mandat, je suis arrivée un peu la fleur au fusil, je vais mettre du numérique partout, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Bon, très bien. Premier choc frontal avec la population, et là on me dit oui c'est très bien, vous êtes très gentil avec tous vos trucs, on n'a rien compris ce que vous venez de nous dire. En attendant, moi je ne sais pas comment je vais finir le mois, donc tous vos trucs là, vos capteurs, vos machins, moi ça ne me servira à rien, c'est pas ça qui va me faire manger, c'est pas ça qui va améliorer ma vie tous les jours. Bon, ok, j'en prends acte, effectivement, et du coup là-dessus, je ne vais pas rester non plus sur un échec parce que je reste quand même persuadée que de toute façon, déjà premièrement, il n'y a pas le choix. Il ne faut pas laisser ces gens-là sur le carreau parce que ça va de plus en plus vite. Les métiers changent, tout change. Et si ces gens-là continuent à camper sur leur position en étant persuadés que de toute façon tout se fera sans eux, effectivement ça va se faire sans eux. Et le fossé va se creuser de plus en plus. Donc je pense que le rôle de la municipalité, de la ville, des collectivités, c'est d'atteindre un maximum de personnes. Je suis intervenue il n'y a pas très longtemps sur ce qu'on appelle les civic tech. Donc tout ce qui est technologie et démocratie participative, les concertations, etc. Comment améliorer justement cette démocratie participative? Comment essayer de toucher un maximum de monde? Alors les réunions publiques c'est très bien, mais moi je vois toujours les mêmes personnes. Ensuite on fait de la concertation en ligne. On voit souvent la même tranche de population, c'est-à-dire beaucoup les quadras qui travaillent énormément. Donc eux, la concertation en ligne ça leur va très bien. C'est une forme qu'ils connaissent voilà, dans leur métier, par leur métier. Et puis après, il y a les autres. Et alors les autres, c'est une grosse partie aussi de la population. Alors à La Roche-sur-Yon, il faut savoir qu'on a à peu près 75% de la population qui est connectée à Internet. Quand je dis connectée à Internet, c'est aussi toute la partie smartphone et je joue à des jeux sur Facebook. Voilà, là je suis connectée à Internet. Parce qu'ils ont répondu oui, effectivement, je suis connectée à Internet. C'est pas que ça. Et effectivement, ça limite énormément le champ des possibles. À côté de tout ça, on a quand même... Donc cette dame, pour lui répondre vraiment, aujourd'hui, c'était comment est-ce que je peux faire pour justement transformer tout ça et mettre les smart cities, la technologie au service de tous et de toute la population et la rendre accessible. Là, ça va même plus loin parce qu'il va falloir acculturer les gens, leur expliquer le pourquoi, du comment. Et là, donc c'est bien parce qu'on a bossé vraiment toutes les technologies possibles.
mais il va falloir les vulgariser, il va falloir les rendre très concrètes. On a essayé, on va commencer à mettre des petites choses en place un peu sympathiques avec des familles, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre des capteurs d'air par exemple, ou de pollution, mais en fait on va les confier aux familles, ça va être à eux de changer le filtre, etc., et de nous renvoyer les informations. Donc vraiment l'idée là de la Smart City, c'est d'intégrer la population à la démarche. Et du coup, ça oblige à vulgariser le discours, parce que si je commence à sortir, alors oui, alors les GAFA, au niveau de protection des données, là il y a le Data by Device, le Privacy by Device qui va sortir, donc là c'est bon, ça sert à rien, je parle chinois, ça n'a aucun intérêt. Moi le but c'est de passer les sujets et surtout d'intéresser les gens, de susciter effectivement une curiosité, et puis peut-être voilà, amener aussi d'autres projets. Là, j'ai dans les quartiers prioritaires 38% de femmes seules avec des enfants. Ça, c'est une réalité. Donc, pas accès à l'emploi, pas accès à la formation, problème de garderie, etc. Donc, beaucoup de femmes ont dit, moi, je ne peux pas suivre des formations, c'est pas possible. En plus, dans la ville de La Roche-sur-Yon, gros fail, il n'y a plus d'accès à Internet, on ne peut plus aller dans un lieu pour avoir à juste consulter Internet et imprimer. Et effectivement, j'ai fait un peu le constat, il n'y a plus rien. Plus de cybercafé, ça a disparu. Et donc aujourd'hui, il y a 2 ordinateurs .caf, parce que les déclarations CAF maintenant se font automatiquement par Internet, et ça touche beaucoup cette population-là. Donc gros problème d'accessibilité et d'accès aux droits, donc ça c'est encore un gros problème. Et nous on se doit de donner l'accès à tous, tout ce qui est l'administration, là de plus en plus avec la GRC, donc gestion relations citoyens. Et dans cette GRC qu'on a mis en place, donc c'est super, en plus ça aide au niveau des services, parce qu'il a fallu aussi former les services, leur expliquer pourquoi faire, et améliorer un peu cette relation citoyen et collectivité qui n'est pas toujours bonne. Et donc aujourd'hui, voilà, on arrive à répondre très rapidement. Mais il y a toute une partie de la population qui zappe, comme on l'a vu là pour les demandes de subventions pour les associations très mal logées au niveau du numérique, très mal loties. Il y en a plein qui ont zappé parce qu'ils ne savaient pas, ils n'ont pas fait. Donc voilà, donc il y a un vrai problème d'accompagnement dans les usages et des usagers. Et donc cette dame qui me dit, moi j'ai pas accès à la formation parce que je ne peux pas me déplacer, etc. Donc on a monté au sein de la Vigne Rose, donc, qui est une cité prioritaire à La Roche, on a monté ce qu'on appelle un espace public numérique. Donc avec des ateliers, des ordinateurs. Donc il y a un animateur qui est là et on a même acheté des machines par exemple pour transformer les diapositives, les mettre en version numérique. C'est des premiers petits ateliers mais en fait qui font venir les gens. Parce qu'on a tous, surtout les personnes âgées, nos aînés, encore beaucoup de diapos. Donc ils sont tous venus avec plaisir, montrer même des photos de la ville, des diapositives de la ville il y a très longtemps. Donc ça a créé du lien avec la population. Les gens ont amené leur VHS aussi pour les transformer, des vinyles, etc. Et puis après, c'est la curiosité. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut vous proposer aussi. Alors les réseaux sociaux, il y a beaucoup de demandes de mamans, parce que les enfants sont en total libre freestyle sur les réseaux sociaux. Des photos, tous les comptes ouverts à plein vent. Donc voilà, il y a une vraie demande. Donc on commence à attiser un petit peu la curiosité. Et puis aussi, on m'a parlé des MOOC. Donc là, je suis en train de voir avec Pôle emploi pour faire des liens avec des systèmes de MOOC, des passerelles MOOC, pour justement pouvoir toucher le plus grand nombre au niveau de la formation et adapter les formations, parce que le numérique, voilà, ça permet justement d'adapter des formations au plus juste sur des petits groupes. Ça, c'est possible avec le numérique. Donc, vraiment, le but aujourd'hui de la collectivité, alors après, je ne sais pas si je suis dans l'erreur ou pas, mais moi, c'est vraiment d'amener le sujet et la possibilité de l'adapter à toute situation, parce que le numérique permet ça, justement. Moi, le numérique, j'ai commencé à aller sur Internet en 96. Donc j'ai découvert Internet, donc j'ai évolué avec nos métiers, etc. Donc pas de souci. Il y a une vraie acculturation qui s'est faite. Je me suis rendu compte de l'étendue de tout ce qu'on pouvait faire. Mais en fait, cet état d'esprit-là, il n'est pas visible chez tout le monde. Il y a plein de gens qui me disent Internet, je ne sais pas à quoi ça sert. Oui, parce qu'il n'y a pas aussi derrière l'acculturation qui va avec. Donc les smart cities, ça va être compliqué, effectivement pour certaines populations, de voir l'intérêt. Donc je pense qu'il faut vraiment expliquer les choses doucement et intégrer les gens dans la réflexion. Donc les enquêtes que vous avez menées, c'est une très bonne idée, parce que ça permet... Et donc là aujourd'hui, moi les seuls trucs que j'ai, c'est effectivement la fibre. Tout le monde veut la fibre, il y a des problèmes, moi j'ai toujours pas la fibre dans ma rue. Mon voisin en face, comment ça se fait qu'il l'ait, donc il faut expliquer, c'est des armoires. Donc oui, effectivement, il y a bien une limite, donc votre voisin là, vous, pas vous. Le mobile, on a de gros problèmes en Vendée, donc on nous dit qu'il n'y a pas de zone blanche en Vendée.
Ben, si, mais en fait, effectivement, sur le papier, il n'y a pas de zone blanche. Donc il faudrait peut-être commencer à changer la définition de zone blanche, et puis peut-être qu'on va en découvrir quelques-unes. Même beaucoup d'ailleurs, parce que quand je traverse la Vendée avec mon Deezer, avec mon Flow, ça coupe très très régulièrement mes chansons. Mais ça, c'est une réalité. Par contre, ça, tout le monde demande cet accès au débit. Ça, c'est général. Et donc, on a, au niveau de la région Pays de la Loire, ils ont mis en place une application qui est contributive. Donc, ça permet, quand vous êtes dans un lieu où il n'y a rien du tout, vous lancez un test de débit. Et ce test, il est remonté directement. Et on va établir justement une cartographie complète de tous les points. Alors, ça va de 0 jusqu'à des données assez correctes. Donc, ça va nous permettre surtout d'aller discuter un petit peu avec les opérateurs. Quand vraiment il va falloir négocier, voilà la réalité. Ce sont des contributeurs, des citoyens qui ont remonté les informations. On a énormément de remontées. Donc quand on appelle à la concertation, quand on appelle entre guillemets à l'aide pour pouvoir être plus fort tous ensemble, ça marche. Les gens vraiment se prennent au jeu. Donc je pense que voilà, les Smart Cities, de toute façon, on n'a pas le choix, on va être de plus en plus nombreux en ville. Je ne vais pas sortir de chiffres parce qu'à chaque fois ça fait bondir, mais d'ici 50 ans, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils annoncent à peu près 75% de la population habitera dans des villes. Donc ça, c'est une réalité. Peut-être qu'on va pouvoir faire machine arrière, je ne sais pas, mais en tout cas, on y va. Donc autant que ça se fasse le plus agréablement possible et qu'on arrive à gérer nos ressources et qu'effectivement on fasse des villes intelligentes qui se mettent au service de l'usager et pas le contraire. Et donc c'est là où il faut faire attention, tout à fait. Sur le sujet, alors ça sera, mon propos ne sera pas forcément juridique justement, mais plus sociologique parce que la fracture numérique au sein des villes en fonction, la fracture entre les zones rurales et urbaines va devenir un vrai sujet. Parce que c'est bien d'avoir des compteurs Linky, mais si vous ne pouvez pas avoir de télérelevage à distance dans des zones rurales, le problème restera entier. Et qu'est-ce que l'on va faire de nos territoires? Parce que forcément, ces territoires, s'ils avaient une accessibilité numérique efficace, permettraient justement de désengorger les villes, même si le phénomène de métropolisation, il est annoncé, il est même en Afrique, il se développe. Donc, néanmoins, ce serait la seule manière de permettre d'autres modes de vie avec des pressions foncières qui en zone rurale n'existent pas, puisque le bâti à vendre n'est plus à vendre tellement il est à vendre depuis longtemps. Et vous commencez à voir dans certaines régions, je suis du sud-ouest, donc je vais parler de ma région, où à moins de 45 minutes de voiture de la métropole de Bordeaux, où on est aujourd'hui, j'ai accompagné une opération immobilière, un montage opération immobilière qui s'est vendu la semaine dernière dans la semaine à plus de 10 000 € du mètre carré. Et sans être dans le secteur hype de Bordeaux, enfin on marche sur la tête. Et pendant ce temps-là, vous voyez des arbres pousser au milieu des maisons à 45 km de voiture de grandes métropoles. On aura aussi le problème de la gestion des ressources naturelles qui, de surcroît, sans parler de vos sentiments qui sont pieux dans le service donné à l'usager. Après, il peut y avoir une dimension commerciale, c'est normal. Mais le sujet, c'est comment quelqu'un peut prendre la main pour finalement avoir un usage qui devient contre-naturel et qui peut porter atteinte à notre santé humaine, à notre sécurité humaine. Ça peut être de la part de majors, mais surtout de hackers. On parle de plus en plus de cybersécurité, de cyberattaques. Et je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que la Maison Blanche qui serait piratée, dans les comptes mails serait piratée. Il faut quand même raisonner de manière très pragmatique. Voilà. Y a-t-il des questions, remarques avant de passer la parole à monsieur? Il y a une question. Je ne vois pas le bras se lever. Ah, pardon. Monsieur, allez-y. Oui, je voulais rejoindre Madame l'avocate, notamment sur la question de la sécurité des cyberattaques. Juste avant une des élections récentes, on a entendu parler au niveau européen d'une attaque de masse de hackers qui prenaient en otage des datas, les cryptaient et ne voulaient bien donner leur clé de cryptage que contre rançon. Je me demande vraiment comment on va faire avec les réseaux de demain, dont vous parlez, quand les datas en question n'auront pas qu'un rôle
de réserve, mais seront en ligne directe avec ce que Madame appelait le cerveau-contrôle, ou je ne sais plus comment. Là, ça sera la ville et pas que la ville, qui sera complètement bloquée. Je trouve que on ne se développe pas assez vite du côté de la cybersécurité par rapport à toutes les belles choses que vous nous mettez en perspective du côté du positif. Et puis la deuxième chose, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Madame, sur l'exode rural et l'urbanisation forcée. C'est peut-être vrai du côté de Bordeaux. On a sur le Grand Ouest Madame Valérie Joussomme, géographe, qui démontre depuis un certain nombre d'années et qui démontre par des conférences de plus en plus à travers toute la France, peut-être qu'elle est trop optimiste, mais qui démontre qu'après l'exode rural et l'urbanisation forcenée des années 50, on est maintenant sur un retour à la ruralité. Et à en croire une carte que j'ai vue il n'y a pas longtemps, qui montrait que sur les Pays de Loire, notamment, toute la concentration qui s'était faite sur Nantes, Angers, voilà, et même un peu La Roche-sur-Yon, avec des cartes de couleurs qui montraient ça, fortement dans les années 70, ces mouvements de population sont en train de se retourner, et on voit qu'aujourd'hui, c'est certainement pas le sud Vendée dans son petit périmètre de triangle des Bermudes, mais sur une large partie du territoire vendéen, il y a une ruralité qui attire et qui fait que le mouvement naturel, il est plutôt dans le sens d'un exode urbain vers les zones rurales. De ce point de vue-là, le MED a fait une étude, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en ancienne version, a fait une étude sur le sujet, et je crois qu'on est dans un rapport de 1 à 72 ou 73 personnes. Une qui vient pour 72 à 73 personnes qui partent. Et surtout, le vrai problème que l'on a, parce qu'on peut y trouver un intérêt, je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur, le vrai sujet qu'il y a, c'est la formation. Comment va-t-on former nos jeunes générations à cette technique, parce que le hacking c'est une chose, le codage en est une autre, etc. Et comment cette formation va pouvoir être uniforme sur l'ensemble du territoire, entre des villes dotées nécessairement des outils, ne serait-ce que des outils de la vitesse, qui permet aussi d'aller plus vite dans la formation. Il y aura un enjeu, là-dessus le débat il est ouvert. Est-ce qu'on aura des smart cities et des smart country villages, tout simplement. Parce que les zones blanches, elles existent, néanmoins, dans la réalité. Juste pour sortir 2 secondes de mon rôle, je ne connais pas cette région, mais là où vous avez, moi c'est déjà des choses que j'ai entendues, y compris de collègues qui travaillent sur ces questions, qui constatent que ce phénomène de concentration sur la ville, à défaut de dire qu'il est à nuancer, en tout cas il est regardé de plus près. Par contre, la grande différence, c'est que par rapport à des phénomènes d'appropriation du rural des décennies passées, c'est que là, le retour au rural se ferait plutôt sous contrainte. C'est-à-dire en lien avec ce que disait Maître Casamajour, à savoir qu'on a des populations, quand on les interroge sur leur choix résidentiel, qui préféreraient être plutôt proches des lieux de vie, d'écoles et autres, etc., mais qui, faute de pouvoir s'installer là où elles le souhaitent, reculent. Donc on a par moment un phénomène de ruralité qu'on observe, mais il est beaucoup plus sous contrainte que celui qu'on pouvait observer par le passé. Ça, c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire, mais c'était spécifique. Y a-t-il d'autres questions? Moi, je suis désolé, je vais encore sortir de mon rôle, mais juste avant de donner la parole à M. Orsoni, parce qu'il y a une convergence dans chacune de vos prises de parole, et ça a été dit dans la précédente table, vous êtes revenus tous, que ce soit M. Casamajour, sur cette idée de juristes un peu perdus, qui font leur métier autrement. Alors, je vais citer les propos de Mme Est-ce que vous pourriez prendre le micro? Nos métiers... Pardon. Nos métiers, j'ai beaucoup apprécié votre terme, vous dites nos métiers évoluent grandement. Alors comment vous avez dit ça, parce que c'est qualificatif. Voilà, nos métiers évoluent et ça nous fait grandement plaisir. Donc, et vous avez dit également pour la collectivité, vous avez parlé d'un enjeu de vulgarisation. Et ça veut dire quand même que tous, et ça a été vrai dans la table précédente également, vous posez la question du smart grid, de la ville connectée, de la ville intelligence, ou en tout cas de ces recompositions en cours,
y compris sous l'angle de ce que ça va dire sur la manière de travailler, d'accompagner, etc. Et là, c'est le sociologue du travail qui vous interroge. Je me demande comment ça se fait, comment ça se passe. Est-ce que c'est un mouvement finalement qui est enclenché et auquel adhèrent les collaborateurs, ou est-ce que vous observez des formes de résistance, des façons d'y aller qui sont plus ou moins faciles selon les profils de vos collaborateurs? Et je trouve que chacun à votre façon, vous avez bien posé cet enjeu aussi des filières, des acteurs, des compétences, des métiers, et ce que ça va dire sur la capacité de s'inscrire ou pas là-dedans. Je ne sais pas si vous voulez prendre un peu la parole tous avant que M. Orsoni... Alors pour les collectivités, de toute façon, voilà, le changement fait toujours peur. Hein, donc après, c'est toujours dans la manière d'apporter le changement. C'est la façon de le présenter, hein, c'est toujours pareil. Donc là, ça va être du gain de temps, peut-être du confort dans le travail, mais pour certains aussi, c'est des services entiers se sont vus envoyés en formation parce que les métiers ont changé, effectivement, monter en compétences, valoriser le personnel par la formation. Et puis normalement ça se passe plutôt bien parce que les gens, voilà, tout le monde avance dans le même sens. Et puis pour beaucoup on se rend compte que de toute façon on n'a pas le choix, donc il faut y aller, autant que ça se passe le mieux possible. Et par la formation, je pense que c'est la meilleure façon de valoriser les gens et puis de monter en compétence au niveau des métiers. Donc non, ça me paraît plutôt positif, mais oui, il y a toujours des petites réticences. Mais ça, on est tous pareils, on sort de notre confort, de notre zone de confort, donc évidemment ça crée quelques gênes, mais c'est vite, ça passe vite. Ça passe plutôt vite. Tout pareil chez les juristes. Je suis, au-delà de la fondatrice de ce cabinet, je suis de loin la plus âgée. Mon plus vieux collaborateur ensuite est âgé de 29 ans. Ils sont terrifiés à l'idée de ce changement. Et régulièrement on me disent on n'a pas été formé pour ça, donc je dis oui, mais bon, moi encore moins. Et il faut bien qu'on s'y attelle, il y a un enjeu sociétal très fort. On en parlait tout à l'heure pendant la pause. On va avoir un vrai enjeu de formation. Je pense que du côté des... Je suppose que vous avez une formation d'ingénieur tous les deux. C'est un a priori. Il y a peut-être... Comment? Oui, non, tout à fait. Mais néanmoins, je pense qu'il y a une culture plus proche dans certaines formations, justement, de l'informatique et du codage, que chez des exercices juridiques, la profession juridique, les professions juridiques sont considérées plutôt comme des littéraires, ou en tout cas ceux qui s'y sont installés ont tendance à dire que ça ne peut pas bouger, il n'y a que la norme qui bouge, mais pas la technique. Donc là, les juristes de demain devront être des codeurs, tout comme on nous dit que nos enfants, de toute façon, vont devoir apprendre à coder à 5 ans, et que la génération d'enfants qui a aujourd'hui 5 ans ne conduira pas une voiture. Voilà. Ce sont les enjeux. Mais en même temps, on a une page d'histoire incroyable à écrire. Tout dépend si on en regarde du côté noir ou du côté le moins noir possible. Ça ne veut pas dire qu'il est complètement tout rose et qu'il y a effectivement des dangers avec la cybersécurité, etc. Mais en même temps, quelle page d'histoire à écrire? Dans une entreprise telle que Bouygues, ça se transpose tout à fait aux organisations qu'il peut y avoir au sein d'une ville ou dans le cabinet. Nous, c'est pareil, c'est une vraie culture d'entreprise qui est en train de changer, donc on touche aux racines finalement de ce que peut être Bouygues déjà depuis des années. Et ça passe par quoi? Ça passe par maintenant plus de collaboratifs. C'est marrant votre question sur nos profils parce que effectivement Bouygues, il y a beaucoup d'ingénieurs et maintenant on commence à intégrer des profils dans l'école de commerce. Il y a cette notion cerveau droit, cerveau gauche, parce que c'est bien, avec tous nos concurrents, on peut faire des projets techniquement comparables, mais celui qui va finalement faire la différence, c'est celui qui va intégrer soit le service en plus ou se tourner vers l'usager. Je ne suis pas sûre qu'on ait répondu à votre question tout à l'heure, qui était sur le modèle économique, justement pour Bouygues. Alors je vous rassure, on est toujours sur nos métiers classiques, c'est-à-dire qu'on va toujours rénover l'éclairage public. Faire des tranchées, des câbles, des réseaux, on aura toujours ça. Ce qui change, c'est que les produits sont innovants et intelligents. Maintenant, on ne vient plus changer une ampoule, on vient mettre de la LED et les régler d'une certaine façon. On ne met plus des caméras de vidéoprotection comme on les mettait avant. Les produits évoluent, donc on fait toujours nos métiers classiques et donc le modèle économique finalement ne change pas. Par contre,
on aide les collectivités à pousser ces nouveaux projets auprès des usagers. C'est peut-être ce qu'il n'y avait pas avant, c'est que maintenant on intègre plus le riverain aussi au cœur des sujets, parce qu'on est sur des projets aussi publics, avec l'argent public. Donc voilà, donc nous maintenant on a aussi une vraie vocation, en tout cas d'accompagnement des collectivités sur les projets. On met même en place des plans de formation aussi, parce qu'on est maintenant sur des métiers, multi-métiers. On n'est plus sur une personne qui va venir changer une ampoule, une personne qui va venir réparer le carrefour d'un côté. Il faut que le technicien soit capable à la fois de toucher la vidéoprotection, le carrefour de feu et l'éclairage public. Donc voilà, des vraies évolutions en tout cas sur ces sujets-là. Et si je peux encore parler 2 minutes et répondre à la question de la sécurité de monsieur. Alors si ça peut vous rassurer, on a quand même des références comme Ballard, c'est pas la Maison Blanche, mais c'est quand même le Pentagone à la française. On a le TGI de Paris aussi. Donc en termes de sécurité informatique, on a une certaine expertise et compétences sur le sujet. Je vous ai peut-être un peu effrayé avec les hyperviseurs urbains qui contrôlent toute la ville et comme vous le disiez, s'ils tombent en panne, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'hyperviseur urbain permet de mieux gérer la ville, mais il ne va pas remplacer l'intelligence métier de chaque... donc les programmations ne vont pas se faire depuis cet hyperviseur. Cet hyperviseur va permettre tout simplement de gérer et de piloter. Si jamais il tombe en panne, nous on prévoit des systèmes de redondance. Voilà, on a tout un protocole de sécurité autour de ça. Donc, oui, c'est ça. Voilà, il n'y a pas de crainte. Alors, il n'y a pas encore de précédent, il n'y a pas encore de jurisprudence effectivement sur ces sujets, mais ça va être les nouvelles Smart City qui nous diront dans quelques années. Voilà. Merci. Monsieur. J'ajouterais un petit point juste sur la formation et comment faire changer les personnes dans une entreprise. Notre président, dans sa stratégie d'entreprise, dit votre première cible, c'est le client et c'est l'usager. Nous, c'est inscrit, c'est pas les pépettes. Les pépettes, elles arrivent en 5e position. Ça compte, hein. Une entreprise, je vous assure, dans les 5, c'est santé-sécurité. Ensuite, c'est le client et c'est l'usage. Et si vous l'entendez, si un jour vous avez la chance de l'entendre, parce que moi, vraiment, je trouve qu'il sait nous mettre en mouvement. Et je vous assure que dans mon quotidien, bon matin quand je me lève, je pense plus à l'usager et au service que je vais rendre et à ce que je vais transformer plutôt qu'au pépette. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais moi mon moteur et le moteur de mes collaborateurs, et puis j'espère que c'est celui de la plupart des gens qui sont ici, c'est de faire changer les choses dans le bon sens. Après, le bon sens... C'est une dernière, et après je vais tester. Une dernière chose, c'est une question que je pose en tout cas. Est-ce que, parce que c'est quand même intéressant de voir un peu le glissement d'opérateurs qui se mettent au service de la société et de l'usager. Et comme dans l'entreprise, et comme nous l'avons vu récemment, le système pyramidal, tel que nous le connaissions dans l'ancienne société, parce qu'on peut aujourd'hui dire que nous étions dans l'ancienne société encore hier, est-il en train également, dans des rapports entre professionnels, en train de devenir horizontal, collaboratif, participatif, de faire sens, là en l'espèce, au service d'un usager ou d'un citoyen, mais en tout cas, c'est peut-être aussi une amorce, parce que pour avoir un jeune frère qui a des fonctions chez un autre major du déchet, au niveau national, justement, la courbe s'est faite par cette sensibilité à l'usager et à l'innovation, ce qui est peut-être aussi le propre des décideurs d'aujourd'hui et vrais décideurs de demain. En tout cas, il y a peut-être aussi vraiment un changement beaucoup plus profond qui est en train de s'opérer au plan sociétal. Croyons-le. Et ça veut dire que les cyberhackers deviendront portion congrue dans quelques années peut-être. Cette fois, on donne la parole à M. Orphelin. De toute façon, on est pleinement... Enfin, en plus, c'est facile finalement de prendre la parole un peu à la fin parce que vous avez quasiment tout dit et dit des bonnes choses. Donc c'est vraiment... Enfin, il y a vraiment des choses intéressantes. Vous parlez de changement au niveau des métiers. Nous, c'est vrai qu'en tant que design, et on ne nous attend pas forcément là-dessus, en tant qu'école de design, en fait, ce qu'on fait, c'est nos designers animent beaucoup ce qu'on appelle des ateliers de créativité. Justement, génèrent des démarches collaboratives, etc., par le biais du design, c'est-à-dire du dessin d'artefacts qui permettent de mieux partager.
Et on connaît un truc en ce moment, une embellie, je peux vous assurer, on est à 98% d'employabilité et sans truquer les statistiques. C'est-à-dire qu'il y a un truc là qui est en train de se passer pour nous en termes de design, et puis vous allez voir un peu dans quelle boîte justement ils arrivent. Et autre point également, pour revenir un peu sur les métiers qui disparaissent et les gens qui se posent des questions, qui sont un peu... Voilà, il y a Banque Populaire Atlantique qui nous soutient dans le cadre d'une chaire environnement connecté. Donc la banque, effectivement, qu'est-ce qu'elle devient dans le tiers de confiance disparaît? Ça répond à ce que vous dites. C'est pour ça que vous avez souri. Ouais. Et l'IPI, c'est une entreprise qui est d'Angoulême, qui fait de la clôture, qui est numéro 1 français de la clôture. Et puis il s'aperçoit que son morceau de métal il vaut plus grand chose, quoi. Même il n'arrive plus à faire de marge là-dessus, les prix sont cassés, il est concurrencé, etc. Et il est obligé d'innover, de passer peut-être à la clôture connectée ou de passer à autre chose, de passer vers une clôture qui donne du service. Et en fait, ce qu'il y a d'excellent, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est que finalement les choses changent. Là vous voyez, vous avez la ville connectée, de connecter, il faut passer à la ligne des services. Et on va voir un peu comment ça marche, quelles sont les différentes étapes. Et bon, c'est pas trop pour prêcher pour la paroisse du design, mais il me semblerait qu'il y a des outils qui commencent à se développer là derrière et qui sont assez intéressants. Alors ça, voilà, ça c'est un jeu de données. Et aujourd'hui, on en est un peu là. Et je reviens sur ce que vous disiez, madame, c'est pas plus intelligible la ville intelligente que ce genre de truc en fait. Et je crois qu'il faut mettre aussi les mains dedans. Et nous, notre boulot dans le cadre de la chaire, c'était de créer des outils en fait qui sont relativement simples et qui permettent de développer, pardon, je dis un grand mot, la littératie numérique, mais en tout cas la compréhension de ce que c'est des données. Voilà, ça c'est des données de temps, vous voyez, de date, de temps, etc. On remonte en temps réel, voilà, et sur lesquels on va s'amuser à manœuvrer. Et en fait, le but du jeu, c'est d'expliciter peut-être aussi tout ça, d'avoir les outils. Et nous, on vient de gagner un projet européen sur l'arc atlantique, allant de Belfast à Porto, où on va essayer de mettre à disposition des jeunes, justement, dans ce qu'on appelle des Youth Creative Hubs. Désolé pour l'anglais, mais c'est un projet qui est comme ça, où on met à disposition ces outils-là, ces capteurs-là, pour que les jeunes puissent commencer à les utiliser et à les manipuler. Donc c'est intéressant, ça montre que ça bouge, Et là, c'est le genre de boîte dans lequel nos designers arrivent et trouvent du boulot. Ça c'est Uber, vous connaissez peut-être l'application. Et en fait, Uber c'est un truc génial, c'est comment on passe des données au service. Et je suis désolé de dire ça, mais Uber ça a ringardisé totalement les taxis. Et c'est pas parce que c'est moins cher de prendre Uber. C'est parce que, où vous soyez, vous avez une plateforme facile à utiliser et les taxis n'ont pas su évoluer. Je suis absolument désolé de dire ça. Et Uber, voilà, vous avez cette question de confiance. Ben tiens, je note le chauffeur. Vous avez une appli qui est très pratique. À combien de temps est mon taxi? C'est quand même quelque chose d'hyper pratique. Et mon chauffeur. Et puis dernier truc, et c'est tout l'intérêt de travailler design et sciences humaines, en fait, grâce au numérique, vous supprimez aussi l'action qui était un pain point, c'est-à-dire un point de douleur, qui est de payer, est-ce que j'ai la carte bleue, est-ce qu'il prend la carte bleue, est-ce que j'ai ma monnaie, etc. Et là, vous effacez un certain nombre de choses par ce qu'on appelle le design de service. Et du coup, vous retrouvez les taxis complètement emportés dans la bague, et je suis désolé de dire, mais oui, bientôt il y aura plus de taxis, et c'est comme ça, parce que les choses avancent, et après il faut peut-être légiférer derrière, mais il y a une vague qui emporte quand même beaucoup de choses. Par contre, ça c'est la belle forme. Et puis il y a ce qu'il y a de quand même un petit peu étrange derrière, c'est que vous avez des données de localisation toujours actives. Et derrière Uber, il vous délivre un service, mais en fait il y a un projet derrière qui s'appelle Uber, et il modélise absolument tous vos déplacements, où que ce soit, et du coup ils arrivent à prévoir les déplacements, voilà. Et contrairement, et c'est ce que vous disiez maître tout à l'heure, c'est que contrairement à une collectivité locale ou quoi, eux ils ne les redonnent pas, quoi, les données. Eux ils ne les montrent pas, etc. Ils ne les mettent pas à disposition du public, et ils les gardent bien tranquillement en faisant d'autres algorithmes, etc. Et là il y a peut-être un vrai truc et un vrai deal à aller porter auprès de ces entreprises publiques. L'algorithme d'Airbnb est effrayant. Pour la première fois de ma vie, j'ai utilisé Airbnb il y a 2 ou 3 mois.
Et comme j'étais novice chez eux et qu'on louait avec un certain nombre de confrères, on partait à 20, donc on louait un truc qui avait un loyer important, j'ai dû donner ma carte d'identité, puis on m'a demandé un justificatif de domicile professionnel pour également exiger en dernière minute que je m'enregistre, vocalement et physiquement. Et j'arrive chez moi le soir, et j'ai un nouveau mail qui me dit, alors on a fait enfin trouver le mouton à 5 pattes pour partir le lendemain, et j'arrive chez moi le soir à 21h30, et je reçois un mail d'Airbnb d'abord me demandant une dernière connexion pour valider la location, donc je n'avais pas trop le choix. Et à ce moment-là, en pied de message, j'avais... il me proposait un montant de location à la semaine de ma maison. Et de manière innocente, au début, je me suis dit, attends, comment ils ont fait? Comment ils savent où j'habite? Et en fait, avec la carte d'identité, ils m'avaient géolocalisé, et puis par la dernière connexion, je pense. Et alors le dernier truc, pour que je puisse vraiment valider la location, était de me connecter au travers de soit mon compte Google, soit mon compte Facebook, soit mon compte LinkedIn. Et comme le plus simple pour moi était mon compte LinkedIn, je commence à vouloir me connecter avec cela, et heureusement j'ai eu un message m'indiquant, comme j'ai un réseau relativement important sur LinkedIn, ils allaient chercher les numéros 1, numéro 2, numéro 3. Et là, j'ai appris que potentiellement, je faisais remonter les données d'un peu plus de 300 000 personnes. Donc ça m'a effrayé et j'ai été chercher un autre truc, mais c'est sidérant, il y a une force de frappe monstrueuse. Et en fait, ça c'est la face cachée, quoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est les données qui sont, c'est ces trucs-là. Et en fait, vous croisez plein de bases de données derrière, et vous arrivez à identifier, alors soi-disant, pour le meilleur service. Et ça, c'est vrai que le service est top. Mais la vraie valeur qui fait qu'Uber est cotée en bourse, c'est justement la capacité des bases de données, de croisement de connaissances. On parle d'économie de la connaissance qu'il y a derrière. Et après, tout ça pour quel but? Et là, on a Waze, évidemment. Je pense qu'il y a des Wazers ici. Qui est-ce qui utilise Waze? Oui. Voilà, ouais, bon, voilà, il y en a pas mal. Sur Waze, en fait, ça va servir un intérêt particulier, mais pas forcément un intérêt général. Ça va vous faire arriver plus vite quelque part, mais se pose la question quand même, il va vous faire passer, par exemple, l'algorithme devant une école, ou il va vous faire passer dans des zones 20 où il y a des enfants qui jouent, etc. C'est-à-dire qu'il y a un vrai enjeu là aussi derrière Waze, sans doute d'intérêt général, c'est-à-dire d'éviter, comment je peux faire pour éviter que ça passe, que les zones 20 soient extrêmement trafiquées, et donc là où vous essayez, vous, collectivité, de dissuader par des panneaux, etc., des passages dans des zones dangereuses de l'automobilisme, vous vous trouvez complètement, il y a des zones pavillonnaires, etc., qui sont maintenant à très fort passage parce que ça va plus vite. Donc c'est vrai qu'il y a, vous voyez, mise à jour en temps réel, etc., tout va bien, il y a un beau service, mais derrière, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a toujours un côté assez sombre, et c'est là où il y a des vraies questions qui se posent, en tout cas sur la notion d'intérêt général, d'intérêt particulier, et ça c'est un point sur lequel il est important d'aller. Je parlais également de données. J'aimerais bien revenir aussi sur quelque chose qui est ce que j'appellerais l'hygiène des données. Nous, on les manipule tous les jours, ces données, et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a peut-être pas besoin de faire remonter des données toutes les 15 secondes, par exemple. Nous, on en efface une sur 20 ou une sur 4, par exemple. Il n'y a peut-être pas besoin aussi on s'est aperçu qu'avec des données de son, ce qu'on appelle des capteurs environnementaux, eh bien, on arrivait à avoir des informations tout aussi intéressantes que de multiples capteurs. Et l'intérêt, c'est d'avoir un vrai dispositif de captation qui préserve aussi la vie privée. Et ce que je veux dire, c'est que souvent on cherche des moutons à 5 pattes. Je peux vous assurer que des dispositifs de captation de son suffit amplement pour détecter la présence et le taux d'occupation d'une salle. Si vous croisez avec deux ou trois éléments, ça on en a fait l'expérience à travers nos différents outils.
Et donc, l'idée aussi, la deuxième idée que je voulais porter, c'était cette idée de ne pas faire tout et n'importe quoi en termes de données, de ne pas agglomérer un maximum de données qu'on ne sait pas traiter au bout d'un moment. Parce que, qui viennent encombrer des data centers, voilà. Et finalement, nous, ce qu'on essaie de faire à travers le design, c'est de rendre la donnée quand même assez accessible à tous et d'en tirer des choses assez simples. Et finalement, ce qu'on peut en tirer, là c'est un peu pour vous raconter le processus. Vous voyez, vous avez des multiples données, vous commencez à faire des courbes, etc. Et vous commencez à avoir ce qu'on appelle des patterns, des grandes formes comme ça, qui commencent à vous informer en fait sur tiens, qu'est-ce qui se passe à tel endroit, quelles sont les grandes tendances, etc. Et sur lesquels vous allez pouvoir peut-être commencer à mettre des services valables. Je prends l'exemple d'un parking, ça c'est une petite histoire avec la Samoa, on parlait tout à l'heure de la ville de Nantes. On s'est dit, tiens, la ville de Nantes elle est un peu saturée, et on va essayer de créer un parking intelligent. Et parking intelligent, donc on s'est dit, on va mettre des capteurs, et en fait c'est relativement simple, il suffit non pas de mettre un capteur de présence sur chaque place de parking, il suffit d'avoir un capteur d'entrée, un capteur de sortie, au niveau de la clôture, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ça permet de savoir combien il y a de personnes qui utilisent ce parking, et ça permet de se dire, et ça c'est quand même assez intéressant, ça permet de se dire, tiens, un taux d'occupation moyen par jour, temps moyen d'occupation de place, fréquence d'utilisation de place, flux de voitures, et peut-être de se dire qu'un parking, eh bien ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être autre chose, ça pourrait être en journée ou en soirée par exemple, c'est un parking devant un hôtel de start-up, ça pourrait être un lieu d'exposition par exemple pour la soirée. Ça pourrait être un lieu qui pourrait servir à toutes sortes d'usages et il faudrait concerter sur les usages. C'est ce qu'on appelle une forme de flexibilité d'usage. Là, évidemment, il faut le comprendre, c'est le rôle des écrans, effectivement, et le rôle de ces informations. Et ça nous a posé un problème de droit et de bail, évidemment, parce qu'il y avait une location qui était plutôt par mois, sur le modèle économique même qui était présenté, une location des places plutôt par mois. Et en fait, on s'est confronté à tous ces problèmes, parce qu'on se disait, mais pourquoi pas le soir avoir une location pour des, non pas pour les start-upers, mais pour des riverains qui pourraient habiter, etc. Et donc là, il y a une nécessité de repenser complètement les choses. Et ce qu'on a proposé, ça a été le prototype d'une démarche qui est lancée en ce moment à Nantes Métropole, qui s'appelle le City Lab. Et c'est de créer en fait des formes de... Alors, zone franche, je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, je parle parce que j'ai très peur, moi, des regards des avocats, etc. Mais je parle sous leur contrôle, mais un peu de zone franche sur lequel on pourrait faire finalement de l'expérimentation et pour tester toute une série d'usages et pour regarder un petit peu comment ça pourrait se passer. Et en fait, c'est là où je reviens aussi à un lien avec les usages, donc au-delà de cette littératie, de ces outils qu'il faut mettre en place. Je pense que forcément, à Nice, on va être out of record là, je pense, voilà, mais à Nice, ce qui a complètement raté, c'est qu'ils avaient essayé de créer des places de parking intelligentes, etc., mais l'appli n'était pas du tout ergonomique et ça fonctionnait pas forcément, ils ont mis des millions en jeu et finalement ça s'est complètement cassé la figure. Et je pense qu'il vaut mieux faire des petites expérimentations à échelle, peut-être que vous faites aussi sur Dijon à un moment, et surtout observer avec l'aide des sciences humaines, n'est-ce pas, et observer un petit peu ce qui se passe, prendre des retours et faire extrêmement attention à ça parce qu'on est toujours en position apprenante. Et ça, c'est un vrai enjeu économique. Je viens aussi là-dessus pour finir. C'est que nous, on a mine de rien un campus à Shanghai et un campus à Sao Paulo. Et ce savoir-faire-là, c'est un savoir-faire français qui s'exporte après derrière. Un savoir-faire de design de service qui vient s'exporter. Et c'est pour ça qu'il faut lever un certain nombre de freins juridiques et qu'il faut aller assez vite. C'est que, effectivement, il y a
toutes ces expérimentations, ça permet de créer de vraies filières de développement là où c'est extrêmement urgent. Parce que nous, à la limite, il n'y a pas trop d'urgence. Par contre, il y en a une, mais qui est plus économique. Par contre, si vous allez du côté de Shanghai ou quoi, là, on a des vrais problèmes de congestion. Là, on a des vrais problèmes de 3 heures pour aller d'un endroit à l'autre, et des vrais problèmes de pollution, des vrais problèmes de gestion, etc. Et c'est là-bas, ça se joue, l'intervenant de la table ronde le disait, là, dans le quart sud-est asiatique, où là, il y a des graves problèmes de gestion à poser. Et je trouve qu'il y a un savoir-faire d'expérimentation qu'il faut continuer à pousser. Voilà, c'était quelques idées comme ça, évidemment, c'est pas forcément exhaustif parce que c'est plus pour appeler des questions. J'espère que j'ai été clair en balayant quelques axes comme ça qui me venaient. Merci en tout cas. Des questions à notre interlocuteur passionnant? Voilà, je me méfie des questions de Maxime. Ouais, non, surtout qu'il la prépare depuis longtemps. Au moins depuis 5 minutes. Non, mais je voudrais revenir sur cette idée de Living Lab, oui. Et puis des expérimentations où finalement on met le domaine public, notamment à travers des expériences, sans règle, puisque l'expérimentation c'est par essence le fait de déroger à la règle. Ouais. Et du coup, si on combine le fait de dire qu'on a des collectivités qui sont très engagées dans la question du Living Lab et qui laissent un nombre important d'espace public, je vais l'appeler comme ça, domaine public, espace public, à la possibilité de faire de l'expérimentation et qu'on combine ça avec l'action de l'urbanisme tactique, c'est-à-dire le fait de donner la possibilité aux citoyens de pouvoir faire des expérimentations sans forcément avoir le retour des autorités locales. Qu'est-ce qui se passe en termes de gestion? Donc c'est à la fois une question pour toi et peut-être pour Madame Mazarin, maître. En tout cas, nous je dis nous parce qu'il se trouve qu'on a intégré au comité de pilotage et de réflexion autour du City Lab nantais, qui est un prototype même de City Lab, c'est-à-dire qu'on se donne un an, quoi, et puis si ça marche pas, on le bazarde. Et il y a une vraie réflexion là-dessus. C'est la question des urban living lab, effectivement, de ces trucs à grande échelle de ces zones d'expérimentation à grande échelle. Notre parking sur la centrale, sur la centrale des artisans coiffeurs, etc., on a une réflexion là-dessus. Voilà, on s'est heurté à toute une série de problématiques, de comment mettre en place, comment ça marche. On avait pas prévu tout un tas de trucs. Bon, l'idée c'est d'avancer. Nous, en fait, l'approche qu'on a, mais je ne parle pas d'un point de vue juridique, je parle d'un point de vue, c'est d'avoir un protocole d'observation extrêmement strict, de travailler avec les sciences humaines justement sur l'observation, et d'avoir aussi en fait une double observation, sciences humaines, et une observation par des capteurs. Et en fait, les capteurs nous permettent d'avoir des observations, j'allais dire, au long cours, de voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, le deuxième point d'observation, c'est quand on voit un truc bizarre, une courbe bizarre, quelque chose, c'est d'aller vérifier ce qui se passe et de faire éventuellement une version, modification, une autre modification, etc. Et notre idée, c'est d'être systématiquement sur des systèmes ouverts et évolutifs et éventuellement à câble, c'est-à-dire qui peuvent être continués d'augmenter open source et à câble, c'est-à-dire continuer d'augmenter par les citoyens, etc. C'est un peu notre idée, ça serait même quasiment notre cahier des charges pour intervenir sur l'espace public. Ça serait d'avoir des systèmes ouverts et potentiellement augmentables. Ce qui n'est pas sans poser question, effectivement, pour des entreprises privées, ce qui n'est pas sans poser des questions juridiques, évidemment. Il y a sans doute des limites à poser. Là, je vous parle de mon domaine de compétences, donc je laisse parler les autres, justement, sur les autres sujets. J'étais connectée pendant que vous posiez votre question. Je suis à votre disposition pour les répondre si vous avez la gentillesse de les reformuler. Je la reformule de manière identique. En fait, c'était par rapport au Living Lab et donc tous ces systèmes où on fait de l'expérimentation permanente. Et du coup, en termes de projet urbain, si on n'a quand même pas la règle et la gestion, ça pose quand même un problème notamment de gestion. Alors je ne dis pas qu'il faut, notamment avec des idées d'urbanisme tactique, c'est un peu ce que je présentais, mais le fait de dire, voilà, je suis citoyen, la ville
j'ai le droit d'intervenir comme je veux et j'ai pas besoin forcément d'avoir l'aval des autorités locales, si c'est partagé, si finalement j'y vais avec mon sens citoyen. Alors, je ne dis pas que je suis contre, mais en termes de sens général, même d'intérêt général, puisque comme la collectivité d'un public, il est garant de ça. Voilà, quel type de problème ça formule Là-dessus, le droit est à l'état zéro, si je puis dire, dans la mesure où ça pose aussi une autre question qui est celle de la démocratie participative, version numérisée quelque part. Et toute la difficulté de ces sujets, dans la mesure où ils sont totalement nouveaux, ça va être à un moment donné d'encadrer, mais il ne faut pas trop encadrer, parce que d'abord, pour encadrer, on prend du temps. Donc on perd en réactivité, en flexibilité, en compétitivité, en usage adapté à l'usager. Donc il va falloir essayer d'inventer des smart règles, mais c'est un vrai débat, parce qu'en même temps il faudra encadrer un minimum pour éviter qu'un usager ou un citoyen puisse prendre la main sur un code et pour en faire, même sans intention malveillante, aller modifier le code de manière totalement inenvisageable. Il y a aussi un sujet qui est assez intéressant, puisque je me balade un peu dans le cadre de mon activité, d'une part, et puis c'est sur ce sujet-là, c'est que chaque région, en parlant que des régions, chaque région va développer par exemple son application de covoiturage. Alors, ça fait le bonheur des avocats que je suis, puisque je travaille sur justement une application de covoiturage à la fois pour la région Bretagne, pour la Nouvelle-Aquitaine, et également la PACA. Et à chaque fois, ce ne sont absolument pas les mêmes. J'en discutais avec le directeur de cabinet du préfet de région de Nouvelle-Aquitaine, qui va même plus loin, c'est-à-dire que le préfet de région, il est quand même sous l'égide directe du ministre de l'Intérieur, du Premier ministre, eh bien, est développé au niveau national, gouvernement, Assemblée nationale, etc., justement des applications de covoiturage entre élus. Mais que font les préfets dans la région, ou leurs services, leurs différentes directions départementales ou régionales, c'est qu'elles vont elles-mêmes dupliquer leur propre application. Et on se retrouve avec cette espèce de morcellisation. Alors, certes, nous sommes géniaux, il n'y a aucun doute là-dessus, mais avec cette espèce de morcellisation des idées, du travail, des investissements, on est peut-être en train de perdre certains challenges à la fois sociétaux, mais également économiques. Je pense de suite au sujet, par exemple, en Allemagne, Angela Merkel a sifflé la fin de la récré en disant le BIM, on va continuer à faire de la R&D, mais nous n'allons travailler plus que sur 2 systèmes de BIM et plus 36 000 comme on en a en France. Et donc, à un moment donné, on va aussi avoir des cultures anglo-saxonnes, latines, qui vont peut-être s'opposer, comme la loi, on a la soft law, c'est-à-dire une loi non codifiée dans les pays anglo-saxons, avec chez nous, au contraire, une codification beaucoup plus importante. Je ne réponds pas à votre question, mais en même temps, si j'avais la réponse, je pense que je serais extrêmement dangereuse, d'un point de vue constitutionnel. Juste un petit mot, là, je prends ma casquette AFNOR et... Enfin, j'ai l'impression, mais vous allez me dire si je me trompe, parce qu'il se trouve que je suis aussi président de la commission AFNOR sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, et évidemment, ça vient heurter les services spéciaux qu'on pourrait trouver pour ces personnes. Et en fait, on développe de plus en plus ce qu'on appelle des solutions d'effet équivalent. C'est-à-dire, on ne dit plus, tiens, il faut faire ça, ça, ça. Et en fait, on passe de la question des moyens à la question de la fin, enfin, du résultat. Et moi, j'ai entendu dire de la part de certaines personnes du ministère, c'est qu'il y a un peu ce changement de paradigme, mais peut-être que vous allez... Enfin, je ne sais pas si vous me confirmez ça ou pas. Non, je n'ai pas suffisamment de... Sur ce sujet-là, je n'ai pas suffisamment d'informations pour vous répondre de manière extrêmement fiable. Mais
De toute façon, on va avoir là aussi un modèle sociétal et donc un modèle juridique à repenser. Ça ne veut pas dire qu'on renverse tout et on repart avec une feuille blanche, mais nécessairement, il y aura des modifications à apporter. Je voulais juste ajouter par rapport aux différents projets qu'on a pu mener et qu'on mène encore sur La Roche, des chantiers lourds, la réflexion d'un quartier entier. Sans concertation, on ne fait rien. On va droit dans le mur. Aujourd'hui, les élus, c'est fini dans leur bureau avec les services, on règle tout. On va faire votre bien malgré vous, vous verrez, ce sera très bien, ça vous plaira au final. C'est fini ça. Si on fait ça, le projet, ça va être très compliqué et pénible. Donc aujourd'hui, effectivement, la concertation, c'est assez limite, parce qu'on commence avec des projets très ambitieux et plus ça va, plus ça s'étiole. Parce que les gens, justement, ont peur du changement. Donc on leur dit, on va tout casser, on va mettre ça, on va faire... donc c'est compliqué, mais en même temps, du coup, c'est bien guidé. Alors on s'est aidé effectivement du numérique, on a interpellé les gens sur les réseaux sociaux, mais aussi en direct, sur le marché, avec un stand, etc. Donnez-nous vos idées. Les élus étaient là pour discuter, l'urbanisme, etc. Ça s'est plutôt bien passé, donc il y a toujours des mécontents, c'est normal. Il y a un moment, il faut trancher par contre. Mais là où il faut faire très attention, c'est pas que la concertation pour la concertation, c'est-à-dire on prend toutes vos idées, puis au final on fait comme on avait prévu. Alors ça c'est détestable. Et ça les gens nous le disent. Si c'est de la concertation juste histoire de nous faire plaisir, c'est pas la peine. Donc il y a un moment, effectivement, il va falloir qu'on lâche des morceaux un peu évidents, un peu flagrants qui avaient été proposés par la population. Mais en général, ça va dans le bon sens, parce qu'on récupère l'expertise des usagers. Quand on refait un quartier, là on est sur un programme en rue. Donc la concertation est obligatoire au niveau de la préfecture, donc c'est une obligation. Donc enquête publique, etc. On fait des ateliers avec différents scénarios, donc les gens peuvent bouger, donc on va voir comment on peut faire intervenir la réalité augmentée, pour pouvoir bouger des blocs, des choses comme ça, donc vraiment avoir une vraie vue. Si on supprime cet immeuble-là, qu'est-ce que ça donne? Faire des places de village, donc il faut les faire rêver, il faut leur raconter une histoire aussi. Mais en attendant, voilà, ils me disent, bah oui, mais dans la réalité, les enfants, ils passent par là pour aller à l'école. Donc ça, ce chemin-là, il ne faut pas y toucher. Parce que, voilà, 50% des enfants vont tout seuls à l'école. Donc ça, c'est une réalité, et ça, on ne peut pas savoir, on n'évite pas. Donc on a besoin de cette expertise, c'est juste vital, sinon le projet va dans le mur. Donc après, on peut mettre toutes les technologies qu'on veut, ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il faut absolument l'approbation, entre guillemets, de la population, et ça se passe bien mieux. Tout le monde le vit bien mieux. Je réfléchissais en même temps qu'il y a un système qui fonctionne relativement bien, c'est le système des avis. C'est aussi une façon pour le citoyen, pour l'usager, de faire remonter l'info, parce que si finalement l'application ou l'usage est mal noté, il y a un effet immédiat. Je parle sous votre contrôle, mais moi j'ai juste 2 ou 3 notes, parce que bon, je ne pense pas trop à noter les avocats, ça est en train de changer très vite, et même devenir un marché. Donc, mais je pense que vous me le confirmez. À partir du moment où une application ou un service est mal noté, ou a des avis avec des corrections de bugs, enfin je pense que les corrections de bugs aussi viennent des avis qui sont donnés, donc c'est aussi peut-être une nouvelle forme de participation citoyenne. Sur la concertation, je suis au regret de vous dire qu'on a un décret récent qui vient de rajouter une couche encore aux couches de concertation et de participation du public, donc on est dans le tout participatif. Mais en même temps, c'est propre de notre société. C'est ce que veut notre société. On en parle depuis quelques minutes déjà. Merci, je crois qu'on a largement écoulé le temps de cette table, qu'est-ce qu'on vient de me dire. Donc, à moins qu'il y ait une question, mais en espérant que personne ne lève le doigt. C'est du merci, et puis on laisse les organisateurs nous dire ce qu'il en est là-dessus. Merci en tout cas.